Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Café Brioche, toujours en compagnie de Reda. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler du crédit, donc les crédits étudiants qui sont faits aux États-Unis. Je sais pas si tu as vu là, les dernières vidéos qui sont sorties. C'est vraiment une dinguerie en fait. On n'imagine pas l'ampleur de la situation dans le pays, tu vois. Genre ça, bon, on va voir ça en détail, mais ça crée des problèmes de ouf en fait pour les jeunes en fait qui arrivent pas au final à s'insérer dans la société, tu vois. Donc on va revenir là-dessus. Donc on a fait pas mal de recherches et voilà, let's go quoi. Ouais, c'est exactement ça. Forcément, quand on entend le mot crédit en France, on pense au crédit étudiant et on se dit que quand les étudiants travailleront, ils le rembourseront, c'est pas grave. Mais aux États-Unis, c'est un problème plus grave que ça. Parce que toutes les universités, limite, sont payantes. Elles sont payantes à hauteur des fois de 20, 30, 40... voire 50 000 dollars l'année. Donc, c'est des chiffres énormes. En France, vous ne retrouverez jamais une école à 50 000 dollars l'année. Et pour eux, ça les handicape dès le début de leur vie, alors que même si ils ont un travail qui est correctement payé, ça les handicape sur le logement. Des fois, ils sont obligés de vivre chez leurs parents. Ils mettent tout de côté. En fait, ils se disent que ils ne vont pas vivre pendant pratiquement 10 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est rédhibitoire. Et souvent, ce problème-là, ça touche les classes sociales un peu... faibles, basses, tu vois, parce qu'ils sont ils ont cette idée de voilà, je vais m'en sortir de la galère et à travers les études, je vais pouvoir avoir l'ascension sociale, tu vois, suivre le rêve américain. Ouais. Et au final, ils contractent des dettes, comme tu dis, ça peut monter des fois même jusqu'à 70 000 dollars l'année dans les meilleures écoles. Donc voilà, c'est vraiment des promesses des fois jetées en l'air comme ça. On te dit tu vas accéder à des sommets, tu vas avoir des positions énormes et tout ça, et au final tu te retrouves en fait à devoir trouver un métier, un taf rapidement, tu vois, parce que tu contractes tellement de dettes que tu peux pas te permettre de chercher pendant 5 mois un taf, donc tu vas prendre ce qui va être sous la main, quoi. Et souvent ça finit en serveur, tu vois, voilà, mais c'est très chaud, quoi. Parce que comme tu dis, quand t'es obligé de trouver un travail rapidement, dès que tu finis tes études, t'as les mensualités qui commencent, et les mensualités, c'est pas 50 €, 80 €, des fois c'est des 1000 dollars, 1200 dollars. Donc la personne qui va, par exemple, trouver un travail qui touche 2500 dollars par mois, et après va mettre moins 1200 dollars. Il y a aussi le coût du loyer, le coût de la vie. Enfin, il y a des personnes, j'avais vu des témoignages qui enchaînent 2 tafs d'affilée pour essayer de rembourser. Et il y a aussi, comme tu dis, donc les plus grandes universités américaines coûtent très cher. Et il y a d'autres universités qui coûtent un petit peu moins cher. Et ces universités-là, en fait, la promesse d'emploi, elle n'est pas aussi énorme qu'une grosse université comme Harvard. Du coup, les étudiants vont payer ces universités-là. Et quand ils vont se retrouver à la fin... à l'obtention du diplôme, ils vont pas trouver de travail. Du coup, ils vont se retrouver avec une dette de 30 000 dollars et plus trouver de travail. Enfin, c'est illogique, tu vois. Et en fait, Vas-y. Il faut juste préciser une chose, en fait, c'est que les institutions de crédit, donc vous avez les institutions privées qui vont attribuer des crédits aux étudiants avec des taux d'intérêt souvent très hauts, tu vois. Et sinon, il y a d'un autre côté aussi les prêts étatiques. Donc des États, aux États-Unis qui vont aussi vous proposer des prêts, mais le problème c'est qu'il n'y a pas, on va dire, pour les étudiants, comme vous avez le statut étudiant aux États-Unis, quand vous avez le statut étudiant aux États-Unis, on va vous accorder d'office ce prêt-là, des fois à des sommes exorbitantes, sans savoir si vous êtes en capacité de pouvoir le rembourser. Donc c'est ça en fait. Qu'importe ta situation économique et celle de tes parents, ils vont t'accorder des prêts des fois de 70 000 dollars, et toi, tu vas accepter ça parce que voilà, ça te permettra de payer tes études, mais derrière, t'as peut-être pas l'intelligence économique pour te demander est-ce que un jour je serai capable de pouvoir rembourser ça, tu vois. Parce qu'à 18 ans, tu vois, c'est chaud, c'est une grosse décision de vie, tu vois. C'est chaud, et je suis d'accord avec toi. En fait, c'est devenu tellement habituel dans ce pays-là de faire du prêt que les gens n'ont même plus... En fait, je pense qu'à 18 ans, tu te rends même pas compte des chiffres. Comme c'est normal d'avoir 30 000, 40 000 dollars de dette, tu te dis c'est la norme, donc je vais tu vois, faire un prêt comme tout le monde, aller dans mes études, essayer de le rembourser par la suite. Alors que quand tu te retrouves dans la situation, je vois beaucoup de témoignages d'Américains qui disent si j'avais su, je l'aurais peut-être pas fait, tu vois. Je l'aurais peut-être pas fait parce que j'aurais peut-être été plus heureux dans un plus petit métier, sans dette, ça m'aurait permis de vivre au lieu de galérer pendant 10, 15, 20 ans à essayer de rembourser un prêt, endetter mes parents. Tu vois, ça a des répercussions énormes.
On peut déjà aussi commencer par parler des chiffres du crédit américain, parce qu'on vous l'a expliqué en général pourquoi aujourd'hui c'est un problème social. Certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, le crédit, la dette étudiante américaine, elle représente environ 1600 milliards de dollars. Elle augmente chaque jour. Et ça représente, pour vous donner un ordre d'idée, 2/3 du PIB français. Donc 2/3 de la richesse, entre guillemets, française. Enfin, c'est un chiffre qui est énorme, tu vois. La moyenne des prêts, elle est environ entre 30 et 40 000 dollars. J'avais vu ça. Et 70% des diplômés de l'enseignement supérieur ont contracté un prêt. Voilà. Donc c'est pour vous dire l'ampleur du problème, tu vois. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est une situation où il n'y a pas d'échappatoire, tu vois. Il faut passer par là. Et en fait, on a tendance aussi à être impacté par le choix de ton entourage, par exemple, de tes frères et sœurs. En fait, c'est un peu un effet domino. Donc les gens, ils vont se dire, en fait, je vais faire comme ma cousine, je vais faire comme ma tante, je vais contracter un prêt aussi, parce que c'est comme les prêts à la consommation et les prêts subprimes là, avec la crise de 2008. En fait, les Américains, ils font des prêts pour tout, tu vois, et sans être sûr de les rembourser, tu vois. Et j'avais aussi une stat, donc chaque seconde, la dette étudiante, elle augmente de 2700 dollars. C'est énorme. C'est chaque seconde, le truc, c'est incroyable. On se rend même pas compte. Et j'aimerais aussi expliquer aux personnes d'où vient en fait cette habitude de faire un prêt étudiant, cette dette étudiante, parce qu'elle a forcément une histoire. Et en fait, cette histoire, elle remonte à 1958. L'État américain a décidé de mettre en place une loi, donc le National Defense Education. Donc, c'est une mise en place, en fait, qui permettait aux étudiants et aux familles de contracter un prêt assez rapidement. Et c'était surtout orienté vers les domaines scientifiques et de l'ingénierie pour faire face, en fait, à la Russie. C'était l'époque de la guerre froide, parce qu'il commençait à vraiment être évolué technologiquement avec l'apparition du satellite Sputnik. Et donc, pour faire face à toute cette évolution technologique, l'État américain a décidé de vraiment investir massivement dans l'éducation, la science, etc. Et pour permettre en fait d'avoir accès aux grosses écoles qui coûtaient déjà un certain prix, ils ont facilité les prêts. Ce qui a fait que beaucoup d'étudiants ont commencé à faire des prêts, de génération en génération. Et au final, on se retrouve là dans cette situation. Alors récemment, pour ceux qui lisent un peu l'actualité, il y a Joe Biden qui a réduit de 10 000 dollars les prêts étudiants, la dette étudiante pour chacun des étudiants. Je trouve ça vraiment bien. Maintenant, c'était un coût énorme pour le pays, mais derrière, ça bénéficie quand même sur le long terme au pouvoir d'achat, tu vois, parce que t'as même pas que les étudiants, en fait, t'as aussi les familles qui se retrouvent endettées. Parce que nous, dans les chiffres qu'on donne, on tient en compte juste de la dette de l'étudiant lui-même, tu vois. On prend pas en compte, parce que souvent, c'est les familles qui contractent ces prêts-là pour aider les enfants. Donc, le problème est encore plus grand au final, tu vois. Parce que les parents, en fait, ce que tu dis aussi, c'est que les parents peuvent contracter plus. Comme ils ont plus de salaire, ils sont plus solvables. Et donc, ces crédits s'appellent Parent Plus ou quelque chose comme ça. Voilà. J'avais vu le nom. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des statistiques où la dette étudiante est contractée par des gens entre 50 et 60 ans. Parce qu'ils prennent sur leur enfant, et ça crée vraiment des problèmes sociétals. Moi, j'avais quelques statistiques, en fait, sur les conséquences que ça a aujourd'hui, cette dette étudiante auprès des futurs diplômés américains. T'en as pratiquement 21% qui décalent leur mariage à cause de leur remboursement étudiant. T'as 26% qui ont décalé le fait de faire des enfants. Donc, c'est quand même assez grave, tu vois, d'arriver à ce point-là, de décaler limite sa vie pour un prêt, pour te dire, je vais rembourser ça, quoi. En fait, tu peux plus te projeter parce que, en fait, déjà tes plans de base ont changé. Donc, je trouve que c'est plutôt sain de penser comme ça, de se dire, j'ai peut-être pas assez d'argent pour supporter une famille, tu vois. Donc, d'un côté, c'est compréhensible. Mais bon, pour un pays aussi développé que les États-Unis, tu te dis, c'est quand même chaud, en fait. C'est un peu, il y a deux versants dans ce pays, tu vois. T'as vraiment les très riches et derrière, t'as les laissés pour compte, tu vois. Donc, c'est très chaud, tu vois. Genre. Ça crée en fait des disparités sociales parce qu'on se dit, ok, ça donne l'égalité des chances à chacun, l'école coûte 30 000 dollars, la personne qui a des parents aisés, riches, va pouvoir payer l'école à l'aide de ses parents, et la personne pauvre va contracter un prêt pour pouvoir après le rembourser. Sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, tu as la prise de conscience de certaines personnes qui se disent, ok, est-ce que je veux m'endetter de plus de 100 000 dollars pour aller dans une bonne école ?
pour après rembourser pendant 10 ans de ma vie et retarder ma vie, plutôt que aller chercher à faire une petite école publique, même si c'est toujours payant, et pouvoir rembourser plus rapidement. Et il y avait un exemple, j'avais lu dans un article d'un étudiant qui était très bon, premier de la classe, etc. Mais à la fin, il devait faire un choix. Soit la grosse université à 50 000 $ l'année, soit l'université d'État à 10 000 $ l'année. Et il a dit, mes parents, je voulais pas faire un prêt à plus de 100 000, donc j'ai décidé d'aller dans le public. Et voilà, c'est des choix. Donc lui, ça le pénalise parce qu'il pourra pas avoir le meilleur diplôme. Et on se retrouve avec des disparités sociales. Avec le plus riche, c'est celui qui a le meilleur diplôme quelque part. Après, il faut aussi mentionner que le fait que les universités aux États-Unis, c'est quand même, il y a des campus énormes avec énormément d'installations, beaucoup de centres de recherche, des infrastructures énormes. Enfin, vous l'avez sûrement vu dans les films et tout ça, mais c'est la réalité. Et du coup, le fait de faire payer, en plus de l'État, faire payer l'étudiant, ça a été un bouleversement qui a eu des impacts quand même positifs, tu vois. Je tenais à le préciser parce que si tu regardes les meilleures universités, les meilleures universités actuelles, elles sont aux États-Unis, tu vois. Ouais. Ça, et les centres de recherche également. Donc, Après, on peut revenir à ce débat. Les meilleures universités sont aux États-Unis parce qu'aussi elles sont faites sur des critères pour l'université qui a le plus de prix Nobel, l'université qui a le plus de professeurs, etc., le plus de professeurs connus, le plus... Tu vois, donc les classements, ils sont aussi un peu biaisés vis-à-vis de ça, parce qu'il y a aussi des très bonnes écoles françaises qui sont dans les classements mondiaux, et je veux dire, c'est aussi... moi, je trouve qu'ils sont un peu biaisés sur ça, tu vois. Non, mais on peut voir aussi des fois la différence entre, par exemple, une université aux États-Unis et une université en France. Bien sûr. Même si en France, c'est... Bon, voilà, on paye nos diplômes des broutilles, tu vois. Au final, ton diplôme d'ingénieur, tu l'as payé combien, par exemple? Ouais, moi, pour être honnête, je l'ai pas vraiment payé parce que je suis étudiant boursier. Donc au final, j'ai pas dû payer beaucoup les frais d'inscription, tu vois, enfin les frais scolaires. Mais si tu prends, je crois qu'en général, c'est entre 400 et 600 € par an. Donc c'est pas grand chose, même si c'est un coût, mais par rapport à des 30, 40, 50 000 €, tu vois, c'est rien. Maintenant, il faut aussi prendre en compte que il n'y a pas que le prêt étudiant, il y a aussi la vie à côté, parce que aux États-Unis, imaginons tu vas dans une autre ville, tu as ton prêt étudiant de 40, 50 000 pour ton école, le loyer à Boston ou à New York, c'est pas le même que le loyer à Strasbourg. Et ça, c'est à prendre en compte, parce que j'avais vu, par exemple, un article qui montrait que l'année à Harvard, c'était 46 000, mais si tu comptes le loyer, les livres à acheter, parce que les livres coûtent hyper cher aussi. J'ai vu une étudiante qui payait 1 000 $ ses livres, tous ses livres. C'est énorme, tu vois, un budget comme ça, le coût de la vie, le loyer, tout ce qui englobe avec, l'année à 46 000, elle te revenait à 70 000. Parce que tu dois payer énormément de choses à côté. Pour ceux qui peuvent se loger, parce que j'ai vu un documentaire qui montrait en gros que, surtout dans l'État de Californie, tu avais énormément d'étudiants qui devaient dormir dans leur voiture le soir. Et ils devaient étudier depuis la voiture, dormir, faire leur vie de... Donc il manquait de sommeil, enfin c'était un gros bordel en fait. Parce qu'ils ont tout, en fait, ils ont investi toute leur vie sur 5 ans d'études dans la meilleure université. Le prestige, la volonté d'avoir une meilleure vie, tu vois. Et au final, en fait, tu deviens encore plus pauvre que tu ne l'étais avant, tu vois. Après, il faut le dire que généralement, ceux qui sortent des grosses universités, même s'ils galèrent au début, ils le remboursent assez vite. C'est surtout ceux qui finissent pas leurs études. Donc ça, c'est ceux qui, entre guillemets, galèrent le plus. Et tu as aussi ceux qui sortent de petites universités moins reconnues, qui vont un peu plus avoir du mal à chercher un travail et donc avoir plus de difficultés à rembourser le prêt. Et donc on arrive à des situations extrêmes. J'avais vu des étudiants qui carrément fuyaient le pays, tu vois, fuyaient les États-Unis pour pas devoir payer le prêt. Et j'ai lu un article, il y avait des témoignages donc de personnes qui avaient quitté les States. T'avais un gars, il avait je crois 40 000 $ de prêt, il s'en sortait plus, tu vois, il était pas heureux, il pensait qu'à ça. Il enchaînait deux petits jobs, il essayait de rembourser par-ci, rembourser à un moment là, et à un moment il en pouvait plus, il a tout quitté, il est allé en Inde dans un petit village et il a dit j'ai plus de pouvoir d'achat que si j'étais aux États-Unis avec je mon pense prêt. Que l'État américain l'a laissé tranquille, tu vois, pour 40 000, pour eux c'est des broutilles entre guillemets, donc il est parti, il a plus le droit de revenir, je pense, sur le sol américain, mais au moins il est tranquille, il est libre, tu vois. C'est ça. Parce qu'on s'imagine pas, genre 40 000 €.
enfin 40 000 $ en plus des intérêts, tu vois. Parce que souvent, en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils sont pas en capacité de rembourser, ils remboursent juste les intérêts. Donc chaque mois, ils vont rembourser des intérêts. Donc c'est sans fin, en fait. Ouais, c'est sans fin. C'est impossible à rembourser au final. Surtout que le prêt ne s'annule pas, hein. Comme il est parti, le prêt continue d'augmenter avec les taux d'intérêt. Lui, il n'a plus le droit de revenir aux États-Unis. Tu vois, logique. Et comme tu as dit, les États-Unis vont pas le poursuivre pour un prêt de 40 000 parce qu'en fait, les moyens engageraient beaucoup plus que 40 000 $ pour aller chercher ce gars, de le trouver, le rapatrier aux États-Unis pour lui faire payer. Et tu avais plusieurs personnes. Donc, j'avais vu un gars qui était en Ukraine, par exemple. Donc, c'était un article de 2019. Tu avais une personne qui était au Mexique. Mais tu avais quand même des gens qui disaient... Moi, j'aimerais bien quand même revenir aux États-Unis pour voir ma famille parce qu'elle me manque. C'est eux qui sont obligés de venir pour me voir. Et ces personnes-là, leur prêt, il a continué d'augmenter parce qu'ils n'ont plus rien remboursé. Donc, les taux d'intérêt, il y avait une fille qui racontait qu'à 100 000 $, elle pouvait pas revenir parce que sinon, elle allait pas vivre. Elle allait plus vivre. Et ça en devient grave, tu vois. Tu t'imagines comment t'es mal dans ta peau pour arriver à quitter le pays pour un prêt étudiant. On se rend même pas compte. Mais t'as vu aussi l'augmentation des prix parce qu'il y a eu une augmentation de ouf. Si tu regardes les années 80, les prix d'inscription étaient autour de 10K, tu vois, 10 000 par année, un peu moins. Et on voit cette évolution, genre je crois que c'était de 87 à 2007, tu vois une augmentation de fou. Il y a une multiplication. Plus de 300%, j'avais vu. Exactement, par 300%. Et ça, c'est dû au fait aussi que de plus en plus de personnes veulent accéder aux études supérieures. Il y a vraiment un problème avec ça. Enfin, c'est pas un problème, mais derrière, il n'y a pas assez de taf pour tout le monde. Ouais. Donc ça crée aussi la conséquence, ça crée aussi une grosse conséquence, c'est que les gens n'arrivent pas à trouver de métier. Même s'ils sont diplômés, ils n'arrivent pas à trouver de métier et du coup, ils n'arrivent pas à rembourser et ça crée encore plus de dettes, tu vois, dans le pays. Donc... T'as de plus en plus de concurrence en fait dans les métiers du supérieur, comme tout le monde veut en faire, ça devient. Après, t'as aussi de plus en plus de jobs aussi qui sont créés dans les comment dire dans le tertiaire. Donc ça fait que le supérieur sert quand même aujourd'hui à remplir pas mal de métiers. Tu vois, en France, on manque d'ingénieurs, on manque quand même de pas mal de choses. Il y a des métiers qui deviennent saturés. Mais comme tu dis, il y a un prêt étudiant. En France, je pense que la mentalité est déjà différente. Tu vas plus réfléchir au fait que si tes parents peuvent le rembourser, si toi, tu te sens capable avec le métier que tu vas faire de le rembourser, tu as déjà plus cette notion, tellement on n'a pas l'habitude. Tu vas réfléchir à 2 fois avant de faire un prêt. Mais en fait, et face à la demande, tu vois, les écoles en profitent, donc elles augmentent leur prix. Et je sais pas si tu as entendu parler des university ils appellent ça for profit. Donc c'est des entreprises qui en fait c'est des business, c'est vraiment devenu des business, donc qui reçoivent aucun sou de l'État, tu vois, au final. Donc ils dirigent ça comme donc voilà, il faut faire un maximum de profit et ils vont s'attaquer, tu vois, aux plus faibles. Donc ils vont contacter des repris de justice, des gens dans des ghettos aux États-Unis, tu vois, qui n'ont pas forcément les connaissances requises pour se dire qu'ils se font arnaquer. Donc ils vont se dire donc et t'as plein d'universités comme ça qui créent encore plus de problèmes, quoi. Qui jouent comme un business un peu. Et voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc maintenant ce qu'on voulait parler nous aussi, c'est que moi et Lucas, on a aussi un prêt étudiant et on trouvait ça intéressant d'en parler maintenant. Voilà, on va parler plus personnellement de ce qu'on ressent en fait avec ce prêt-là. Bon, on a dû faire un prêt pour nos études également. Je crois que Lucas, moi je vais être transparent, hein, j'ai fait un prêt de 5 000 €. Toi, c'est combien, toi? Moi, c'était 15K. 15K pour, je pense que c'était pour ton école. Mais du coup... Ouais, c'est ça. Toi, comment tu le ressens, en fait, le fait d'avoir un prêt? Est-ce que tu sens que c'est une épée Damoclès? Est-ce que tu as envie de le rembourser le plus rapidement possible? Genre, tu vois, c'est intéressant d'avoir aussi notre avis. Bon, on n'est pas étudiant américain, on a une mentalité différente. Forcément, je pense que tu as fait ce prêt en connaissance de cause, mais... Oui, voilà, j'ai pas fait ça. Je savais ce que je faisais, en fait. Et comme j'étais dans le public les 3 premières années, je me suis dit, voilà, comme je suis en privé maintenant... ça va m'aider aussi à avoir une vie sociale derrière, tu vois, parce que si tu dois juste rembourser l'école et après plus, c'est pas intéressant. Donc non, j'ai fait ce prêt là mais j'ai quand même envie de rembourser au plus vite. C'est dans ma mentalité, j'ai quand même envie de m'en débarrasser, tu vois. Je pense qu'en Europe en général, on n'a pas l'habitude de se dire je vis aux dépens de je suis pas libre au final, tu vois.
Ouais, Parce que toutes les dépenses que je fais, j'aurais pu les utiliser et rembourser mon prêt avec. Donc c'est ça un peu voilà, c'est ça un peu le mindset. Mais non, avec les taux d'intérêt, surtout pour les prêts étudiants, les taux d'intérêt sont super bas. Donc franchement, ça devrait le faire, tu vois. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je pense. Mais toi, ça, c'est... Tu le sens comme... c'est-à-dire, est-ce que toi, tu as un petit stress vis-à-vis de ça quand tu vas commencer à travailler, quand tu auras tes mensualités, ou vraiment tu te dis, OK, je vais rembourser ces 15 000 euros et vas-y, tu vois, non, je pense que je suis assez confiant parce que c'est réparti sur pas mal de mois. Donc ça fait un remboursement de 230 euros tous les mois. Ah, des mensualités, ouais. Ça va encore. Quand tu travailles... Quand tu as un salaire de Bac+5, ça devrait aller, tu vois. Je vais peut-être faire des sacrifices sur certaines sorties ou des choses comme ça. Bien sûr. Mais je me dis que ça va pas être éternel comme aux États-Unis, tu vois. Ça va durer peut-être 2 ans max. Et si tu peux mettre plus, tu feras en sorte de le rembourser plus rapidement, quoi. Ouais, voilà. Enfin, on a établi des mensualités, donc je sais pas si tu peux changer, mais ouais. Idéalement, ce serait ça, ouais. Bah, je crois que, en tout cas, avec ma banque, tu vois, elle m'avait dit que si j'avais, par exemple, les 5 000 avant, je pouvais poser et dire, OK, ça y est, tu vois, on rembourse les 5 000 d'un coup. Ah ouais, carrément, OK. Tu peux faire ça. Non, mais ils vont pas te forcer à payer les mensualités si t'as la somme nécessaire, après, tu vois, c'est une banque quand même. Ouais, mais après, quand t'es... Ouais, je sais, mais quand t'es dans la... C'est pas... Même quand t'es pas dans la galère, tu vois, c'est toujours bien de garder un peu d'argent pour toi chaque mois, tu vois. Bien sûr. Pas tout donner direct, parce que tu sais pas sur quoi tu veux investir, tu vois, tu sais pas comment... Voilà, après ça, c'est une mentalité différente, bien sûr. En tant que conseiller financier... C'est plus logique ce que tu dis, c'est-à-dire de rembourser des petites mensualités, d'avoir de l'argent de côté, enfin tout le reste de ton salaire. Plus d'intérêt. Voilà, comme ça tu peux en profiter et en même temps tu rembourses un petit peu. Moi je pense que je serais plus en mode charbon. La quicheta. Voilà, je vais vivre vraiment à rat, tu vois, je vais manger des pâtes tous les jours, je vais le rembourser rapidement ce prêt, 3-4 mois, 1 000 euros de côté chaque mois. Non, moi en fait je vais m'en débarrasser le plus rapidement possible. Honnêtement, hein, pour moi je déteste les crédits, je sais que je serais obligé d'en faire dans ma vie, mais j'aime pas ça parce que en fait t'es pas le livre de ton argent. Je sais pas comment t'expliquer, mais t'as l'impression de dépenser de l'argent que tu n'as pas. Et j'avais vu pas mal de documentaires qui montraient des gens qui vivaient à crédit et ça me faisait vraiment mal au cœur parce que quand tu vis à crédit, t'as plus l'impression de vivre. J'ai l'impression que tous tes sous sont comptés, tu vis avec de l'argent que tu n'as pas. Ah, tu veux dire quand tu dois de l'argent après. Voilà, c'est ça. Tu vois, je parle des personnes qui ont peut-être fait faillite, qui sont peut-être tombées dans le casino, dans les jeux d'argent, qui ont des sommes faramineuses à rembourser. Et en fait, je fais vite ce parallèle par rapport au crédit. Alors, je sais que bien sûr, une maison ou un appart, même une voiture, peut-être que je vais pas pouvoir la payer en cash. Mais si c'est juste ça, alors je le ferai juste pour un appart ou une voiture, mais je ferai, quand j'en serai obligé. Mais j'aime pas... en fait, ces achats 10 fois sans frais, 3 fois sans frais, je trouve que c'est un peu... comment dire ? C'est un peu vicieux. Tu vois, c'est dans le sens, t'as l'impression de pas payer cher, comme tu payes tout en abonnement, mais quand tu commences à prendre ce réflexe, t'as des gens qui vont tout faire en 10 fois sans frais, et ils vont se retrouver avec des mensualités énormes. T'as beaucoup de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, tu vois. Ils ont tout de suite une grosse somme d'argent autour d'eux, et ils se disent, ah ben je vais en profiter, et on verra après, tu vois. Limite, c'est ça un peu le mindset. C'est ça. Et justement, faut se méfier parce que ça va vite. En fait, l'argent, ça, surtout avec l'inflation maintenant, tu vois, tu perds vite ton argent. Enfin, un prêt à 10K, si t'es dépensier, ça va très vite en soi. Donc en fait, je peux comprendre. En fait, tu vas développer, ce que tu veux dire, c'est que tu vas développer une genre d'habitude à faire des prêts aussi. Vivre au-dessus de tes moyens un petit peu. C'est surtout ce que tu as dit, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Et du coup, tu peux rapidement enchaîner des prêts, tu vois. Ça peut aller très vite et tu peux te retrouver avec 10-15 prêts. Des fois, j'ai vu dans certains documentaires. C'est abusé. Et la meuf, elle pouvait plus suivre, tu vois. Elle était là, elle savait même pas. En fait, elle recevait des courriers. Elle savait même pas ce que c'était. Elle voyait juste des intérêts qui se rajoutaient tous les mois. Elle se disait, ah, c'était quoi ça? Les cartes, tu vois, les 3 fois sans frais ou les achats dans les boutiques type Conforama payés en je sais pas combien de fois, tu vois, parce que là ils sont forts là-dedans aussi. En fait, c'est pour ça que je trouve ça chaud les prêts, parce que autant là, les gens vont nous dire, ok, vous avez 5 000, 15 000, ça peut paraître pas grand-chose, tu vois. Pour moi, c'est quand même beaucoup, c'est quand même une somme. En plus, je l'ai fait, c'était pour partir à l'étranger. Mais c'est une somme conséquente. Faut pas non plus nier 5 000, c'est pas un vrai prêt, tu le rembourses rapidement. Non, c'est quand même une somme. Et pour faire le parallèle à ce qu'on disait avant,
tu vois, c'est le 10 fois sans frais, 3 fois sans frais. En fait, ça t'engage à consommer plus, j'ai l'impression. Tu vois, t'es sur Amazon. Aujourd'hui, un produit, des fois, à 60 €, même à 30 €, tu vas pouvoir le payer 3 fois sans frais. Enfin, c'est quoi le but de ça, tu vois? Parce que les gens vont commencer à faire ça, payer 3 fois sans frais. Alors, bien sûr, c'est pour les gens qui ont moins de moyens, mais payer tout en 3 fois sans frais, je pense pas que ce soit la bonne solution, tu vois. C'est un moyen de développer l'économie à court terme, mais ça a des impacts en fait qu'on peut même pas évaluer parce que tu sais pas si les gens sont capables ou pas de rembourser. Ouais. Et je pense que c'est à ces instituts-là, tu vois, qui prêtent des crédits à outrance, de vraiment faire une analyse des profils, tu vois. Genre, ou donner peut-être des formations à ces personnes pour leur apprendre à gérer leur argent un minimum. Je pense qu'on devrait, je sais pas comment tu vois, même dans le supérieur ou dans notre vie, dans le collège, lycée, on devrait avoir des cours sur comment savoir gérer l'argent. Ouais, je trouve que c'est vraiment important. Moi, ça m'aurait aidé. Enfin, ça m'aurait beaucoup aidé. Et on n'est pas les pires encore. Enfin, ça va, tu vois, on fait pas de conneries. Non, moi, je fais pas de dingueries, mais je sais que des fois, je peux lâcher des dépenses pour rien. Alors que... Tu vois, dans mon entourage, j'ai des exemples, voilà, de personnes qui ils ont eu leur premier salaire, ils ont acheté leur première voiture directement, ils ont contracté des prêts ici et là. Donc, mais il y en a plein des gens comme ça. Ouais, donc, après, ils se sont retrouvés dans la merde. J'ai pas pensé à cette idée-là, mais on devrait pouvoir avoir accès à des cours comme ça. Ouais. D'intelligence économique, des trucs comme ça. C'est ça, un minimum, tu vois, de savoir ce que ça engage, un prêt, de connaître voilà, la notion de mensualité, la notion de taux d'intérêt, parce que moi je l'ai découvert, bon, les taux d'intérêt, je savais ce que c'était, mais forcément quand tu as un prêt, tu vois vraiment ce que c'est, on te prélève par mois, pour ça, tu te renseignes, parce que là, on touche ton argent, donc forcément tu vas te renseigner. Mais si tu l'avais su avant, tu sais comment t'engager, tu sais, ça aurait pu être intéressant. Et aussi pour revenir au modèle américain, est-ce que toi, tu as des idées de solutions à court ou long terme pour régler ce problème? Est-ce que tu as réfléchi à ça ou... Parce que c'est compliqué. Comment dire? C'est compliqué de changer un système qui existe là depuis pratiquement 50, 60 ans. Une solution, ça viendrait déjà des politiques, tu vois. Là, on a vu Joe Biden qui annule un peu la dette étudiante. En fait, je sais pas, parce qu'il touche à crédit. Donc, même si tu annules la dette, quelque part, l'argent, tu la dois quand même aux écoles qui ont mis les moyens pour. Donc, l'argent, elle va venir de l'État. Enfin, je pense qu'il faut déjà changer ce système. Peut-être, comme tu as dit, mettre moins de moyens dans les universités, dans les gros trucs, grosses installations. Créer des vieux crous comme chez nous, tu vois, des trucs... mais je dis pas. Des gymnases. Ils sont à l'aise, mais quand je vois qu'ils payent 1 000 $ des livres, je trouve ça inconcevable. Leur cantine, tu vois, elle est extrêmement... Voilà, il y a plein de choses. 8 000 $ la cantine. Je pense qu'il y en a qui aimeraient étudier dans des conditions où, même s'ils vont à la cantine, ils ont un repas simple où ils mangent chez eux, c'est pas très grave. Des livres qu'ils vont pouvoir redonner chaque année. Mettre en place... C'est compliqué de répondre à cette question, en vrai. Ouais, parce qu'il y a quelques personnes qui ont proposé justement de rendre l'enseignement gratuit. Mais en fait, si tu réfléchis vraiment, c'est impossible, tu vois, parce que il y a vraiment un réinvestissement global à faire aux institutions, tu vois, parce qu'elles dépendent en fait de l'argent qu'elles reçoivent. Et aussi avec le prix des installations maintenant, il faut entretenir ces installations, tu vois. Une fois que c'est créé, c'est compliqué de revenir en arrière. Tu vois, donc... c'est ça, faut les maintenir. Aujourd'hui, quand t'as que des Macs dans une salle, quand t'as un terrain de foot à arroser tout le temps, t'as une piscine, t'as les gars à payer, t'as énormément de choses. Tu peux pas dire, ok, c'est gratuit, et ces gens-là, tu les payes comment? Et on peut parler aussi de la culture. La culture américaine est différente de notre culture ici, tu vois. Eux, c'est un peu de l'individualisme poussé à outrance, tu vois. En gros, tu t'en sors, tu fais ton truc de ton côté. Nous, on va, tu vois, genre, chacun est livré à lui-même, tu vois. Donc, c'est marche ou crève, en gros. Donc, plus ou moins, Est-ce que voilà, les autorités publiques et tout ça peuvent vraiment venir en aide aux plus démunis? Je pense pas, en fait. Parce qu'on le voit, si tu regardes dans toute l'économie américaine, que ce soit l'immobilier, la santé, l'éducation, t'as toujours les mêmes problèmes, en fait, qui reviennent.
T'as toujours des laissés pour compte et des gens qui crèvent dans la rue. Hein. Faut le dire. C'est tout un système, tu vois, à repenser. Malgré ça, comme tu as dit, tu as quand même beaucoup d'avantages dans les universités américaines que tu n'as pas dans les universités françaises. Tu vois, quand ils payent, ils ont les installations, c'est tout le système éducatif. Les meilleurs profs, des prix Nobel, des installations de fous pour faire du sport, pour manger. Ils sont à l'aise pour tout, tu vois. Ils ont comme tu as dit, ils ont aussi des cours qui sont assez de bonne maîtrise par des professeurs qui viennent des plus grosses universités. Donc ça va peut-être pas être la même qualité d'enseignement que tu as dans une petite université publique ici. Ça, c'est à prendre en compte dans le coup. Mais est-ce que ça vaut $50,000 par an pour arriver à une fin? C'est la grande question. Ça, c'est la grande question. Après, voilà. Je ne saurais pas te dire les solutions exactes, mais c'était aussi pour présenter le sujet aux personnes qui ne connaissaient pas la dette étudiante américaine. Ouais, c'était cool d'en parler parce qu'il y avait tellement de documentaires, mais il n'y avait pas beaucoup de synthèse dessus, donc c'est cool aussi de revenir sur les points les plus importants et faire le comparatif. Quoi. Et surtout que les personnes savent que c'est cher aux États-Unis, mais peut-être ne connaissent pas toutes les conséquences liées à ça. Et donc c'était intéressant d'en parler. Donc on a fait le tour. Hein. La fameuse phrase, on a fait le tour. Donc on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous noter sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts, Deezer, nous dire ce que vous en avez pensé aussi de ce podcast. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour un nouveau podcast et ciao tout le monde. Ouais, ciao.